sais pas ce qu'il fait Dan. Bon, est-ce que tout le monde m'entend déjà? Oui, 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 Très bien, parfait. Bon, écoutez, on va attendre 3 ou 4 minutes. Si il me permet pas. Ah voilà, c'est bon. On a mis animateur. Magnifique. Daniel, tu m'entends? Oui, c'est bon. Ah, super. Donc, je disais que l'idée générale de ce QCM n'est pas seulement de vous évaluer, mais c'est aussi d'apprendre de la méthodologie, de poser vos questions. Donc, je ne veux pas que ce soit juste une séance où on corrige, mais je veux que ce soit une séance où on apprend. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, même si c'est des choses qui ne sont euh, pas des questions du QCM en spécificité, mais c'est hyper important aujourd'hui que vous sachiez résoudre ces QCM-là et d'avoir les réflexes et la méthodologie. Ok, donc n'hésitez pas à poser des questions et ça va aller comme sur des roulettes. Juste, Daniel, il faudra juste zoomer sur ton ordi Ouais, pour bien sûr. voir bien les questions, comme ça on est bon. Magnifique. Bon, Voilà, bonne séance à tous. parfait. Alors, avant de commencer le QCM, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Daniel Sidbon. Donc, cette année, je pense pas que je serai votre tuteur, mais pour le mois d'août, je serai sûrement présent à l'écurie. Donc, je suis en quatrième année, je passe en quatrième année de médecine, donc je rentre en externat et j'ai passé mon concours l'année 2019-2020 et j'ai été reçu en médecine, donc j'ai été reçu 45e. Alors aujourd'hui, on va attaquer deux matières qui n'ont pas de lien, puisque une, elle traite de la chimie, plutôt des protéines, tout ce qui est des molécules élémentaires du corps humain, et d'une autre matière qui est l'UE5, qui est un peu plus facile à mon sens, qui va parler de l'anatomie. Donc il y a une matière qui est vraiment centrée sur plutôt tout ce qui est la réflexion, la compréhension, qui est l'UE1, la biochimie, et il y a l'anatomie qui est un peu plus simple, puisque c'est du par cœur. Donc, on va traiter du premier et du deuxième cours du 1 et on va traiter aussi du membre thoracique. Donc, normalement, vous avez eu le cours sur l'atome. C'est un cours qui est donné par le professeur Gage. Le professeur Gage, il fait tomber chaque année les mêmes questions, approximativement. C'est pour ça qu'à un moment du QCM, je crois à la question 6, je vous ai mis une annale. C'est bien de les faire parce que vous allez constater que chaque année, les QCM retombent. Alors, on va commencer avec la question numéro 1. Donc, j'ai fait exprès de faire ça facile. Vous allez voir que au plus, enfin, il y a une logique dans les QCM et cette logique, vous allez l'acquérir en faisant, en vous entraînant, en fait, tout simplement. Moi, je me rappelle qu'à la fin de mon premier semestre, j'avais fait 10 000 séries sur EasyPass et à la fin, je pouvais presque, hein, sans avoir vu le cours, savoir à la tournure de l'item si la question était vraie ou elle était fausse. Alors, on va commencer. Question numéro 1. Parmi les propositions suivantes concernant l'atome, les électrons occupent la partie centrale de l'atome. Ça, c'est un rappel de terminal. C'est faux, bien sûr. C'est le noyau qui occupe la partie centrale de l'atome. Et les électrons, qu'on appelle aussi cortège électronique, puisque ça entoure le noyau, ils occupent la partie périphérique de l'atome. Il n'y a rien de particulier à ce niveau-là. L'interaction gravitationnelle explique la résistance de la matière aux forces de répulsion existant au sein du noyau. Alors là, c'est faux, puisque l'interaction gravitationnelle, c'est pas cette force-là qui explique qu'il y a une cohérence dans le noyau, c'est l'interaction nucléaire forte. Parce qu'en effet, dans le noyau, on voit que des charges positives cohabitent, puisque des protons sont extrêmement proches. Vous savez que l'ordre de grandeur d'un noyau, c'est 10 puissance moins 15 mètres. Donc, c'est des particules du même signe qui cohabitent à une distance extrêmement faible. Et pour assurer la cohésion de toute cette matière-là, il faut qu'il y ait un lien, en fait. Il faut qu'il y ait une force qui rassemble nos protons. Et cette force, c'est l'interaction nucléaire forte. Donc, item A, item B, c'est faux. La particule médiatrice de l'interaction nucléaire forte est le gluon. Ça, c'est vrai. On peut le voir dans le tableau qui vous est donné au début du cours, il me semble à la deuxième page. On voit ici que pour l'interaction nucléaire forte, la particule qui est vectrice de cette interaction, c'est le gluon. OK? Le rayon d'un atome a pour ordre de grandeur 10 puissance moins 10 mètres. Oui, c'est vrai. Attention, le prof, il se peut qu'il vous mette le diamètre. Donc, bien faire la différence entre rayon et diamètre. Et le rayon d'un noyau, c'est 10 puissance moins 15. Donc, on retient bien que entre 10 puissance moins 10 et 10 puissance moins 15, il y a un facteur de 100 000. C'est pour ça que
le noyau, il est 100 000 fois plus petit que l'atome lui-même. Item E, l'élément beryllium 8,4 possède autant de neutrons que de protons. Ça, c'est vrai. On sait que... Alors, il y a quelqu'un qui a levé la main. Donc, je te réactive le micro. Alors, si vous avez des questions, vous interrompez-moi. Hein. Alors, en fait, j'avais juste une question. Enfin, j'ai pas très bien compris pourquoi le B, c'est l'interaction nucléaire forte et pas la faible dont on parle, vu que là, ça parle. Enfin, vu que sur le tableau, justement, on voit que la nucléaire faible, elle agit sur les électrons, protons et neutrons. Alors, pardon. Oui. Très bonne question. C'est une très bonne question. Et je reviens sur ce que j'ai dit. L'interaction nucléaire forte, elle assure la cohésion des protons au sein du noyau. Oui. En fait, ça pourrait être les deux. Ça pourrait être les deux, la faible et la forte. En fait, la forte, elle assure l'interaction entre les protons. Et la faible, elle assure l'interaction entre les protons. Et la forte, elle assure l'interaction entre les quarks. Donc finalement, ça pourrait être les deux. Mais l'item, en soi, il reste faux. Oui, oui. Tu es d'accord avec moi? Oui, bah, en fait, parce que les quarks, ils font un peu partie, c'est ça? De ça? Exactement. Ils font partie des protons. Parce Ah, qu'en ok. fait, Oui. un proton, c'est quoi? C'est deux quarks up et un quark down. Up, enfin, deux quarks up, pour moi, hein, dans mon imaginaire, c'est deux charges positives. Donc, tu as besoin d'une interaction nucléaire, faible ou forte, mais en tout cas, ce n'est pas une interaction gravitationnelle. D'accord, ok. Ok. Merci. Je vais mettre forte et faible, comme ça, on s'évite toute ambiguïté. On était donc au béridium. Donc, le béridium, il possède autant de neutrons que de protons. Ça, c'est vrai. Il a 4 protons et 8 moins 4 neutrons. Donc 4 et 4 de chaque côté. Parfait. Question numéro 2. Donc ça, c'était tout ce qui était sur la constitution de l'atome. Là, on va rentrer dans des règles qui sont un peu plus complexes. Donc, les électrons placés sur les niveaux d'énergie les plus faibles sont situés à la partie la plus périphérique de l'atome. Ça, c'est vrai. On sait que plus les électrons ils sont dans la partie centrale de l'atome, plus leur niveau d'énergie sera fort. Ça, on peut le voir à partir d'une formule qui vous est donnée dans le cours et qui n'est pas forcément reliée à ce que je vais vous dire de manière intuitive, mais on peut le voir quand même. Pourquoi? Parce que on remarque que l'énergie En, l'énergie des niveaux d'énergie, décroît avec le nombre n, puisque le nombre n, il est au dénominateur. C'est-à-dire que plus n il sera élevé, plus l'énergie elle sera faible. C'est-à-dire que plus on est dans une couche externe, couche 3, couche 4, plus l'énergie elle sera faible. Donc c'est comme ça que moi je le retenais en première année. Item B, le passage à l'état fondamental d'un électron placé initialement dans un état excité s'accompagne de l'émission d'une énergie radiative. Ça, c'est la fameuse relation de Planck que vous avez dû sûrement voir au lycée et qui nous dit que lorsque un électron passe d'un niveau d'énergie à un niveau d'énergie un peu plus bas, il y a un rayonnement qui est émis et ce rayonnement transporte une énergie. Cette énergie est égale à H nu ou Hc sur lambda. C'est l'état quantique d'un électron peut être caractérisé par le nombre quantique principal et le nombre quantique secondaire. Là, c'est un piège un peu dur. Donc, l'item sera faux. Pourquoi? Parce que l'état quantique d'un électron, il est défini par un quadruplé. Les 4 nombres quantiques N, L, M et S. Si on n'a pas les 4 nombres quantiques, on ne peut pas savoir précisément quelle sera l'orientation de l'électron au sein de l'atome. C'est pourquoi ce n'est pas l'état quantique d'un électron qui est caractérisé par le nombre quantique principal ou secondaire, c'est une sous-couche. Je ne sais pas si vous nous a parlé de cet effet entonnoir. La couche, c'est N, la sous-couche, c'est N et L. Ensuite, on a l'orbital NLM, et ensuite, on a l'état quantique de l'électron NLMS. Alors, j'ai reçu Amber. Je vais t'activer ton micro.
Non, mais je l'ai pas fait exprès. En fait, c'est parce qu'on m'a envoyé un message, mais Ah, voilà. ok. Non, t'inquiète, pas de souci. Allez. Euh, D'après le principe de Pauli, deux électrons placés dans une même couche électronique ne peuvent posséder le même nombre quantique magnétique. C'est faux. C'est d'après le principe d'exclusion de Pauli, deux électrons ne peuvent pas posséder le même nombre quantique, les quatre mêmes nombres quantiques en fait. Voilà, ça se résume à ça. C'est pour ça que deux électrons peuvent posséder N, L, M les mêmes. Alors, il y a quelqu'un qui lève la main. Oui. Noam Kialom. Oui, alors juste par rapport à l'item A, est-ce que c'est en rapport avec le fait que les électrons, quand ils sont dans la partie périphérique, ils sont plus éloignés du noyau et donc l'énergie qui les lie au noyau est donc moins intense? Exactement, exactement. Oui. Ok, parfait, merci beaucoup. Rapporte à ça. Avec plaisir. On continue. D'après la règle de Hund, quand des électrons sont des orbitales dégénérées appartenant à une même sous-couche, la configuration la plus stable est celle qui correspond au nombre quantique magnétique total de spin maximal. Ça, c'est vrai. Vous allez revoir cette règle lorsque vous allez faire les orbitales atomiques. C'est pour ça que je ne m'attarde pas dessus. Contentez-vous de l'apprendre. On sait que lorsque le nombre quantique de spin total est maximal, on est dans la configuration la plus stable. On continue. Donc là, j'ai voulu vous mettre un petit cas pratique parce qu'à l'époque, le prof, il en mettait. Actuellement, enfin, dans les 3 dernières années, il n'y en a pas eu, mais tout de même, c'est bien d'avoir ça en tête. Donc, concernant l'atome de soufre, il contient 34 masses et 16 charges. Donc, sa configuration électronique est de type 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Alors, ça, c'est la configuration de son cortège électronique. La première chose qu'on fait pour savoir si c'est vrai ou faux, on regarde si on a autant d'électrons annoncés que d'électrons dans la configuration électronique. Donc, si on fait le décompte, ça nous fait 2 et 2, 4, 6, plus 6, ça fait 10, plus 2, ça fait 12, plus 5, ça nous fait 17. Donc, l'item est faux. La bonne configuration, c'était celle-ci. Son noyau comporte 16 neutrons, c'est faux. Le nombre Z correspond au nombre de protons. Donc, il y a 16 protons. Son noyau comporte 34 protons. C'est faux. Son noyau comporte en tout 34 nucléons, protons plus neutrons. Il appartient à la famille des gaz nobles. Alors ça, vous ne connaissez pas le tableau, mais vous avez une règle qui vous dit que lorsque la couche externe est complètement saturée, on appartient à la famille des gaz nobles. Or ici, notre configuration, elle se finit en 3p4 et pas en 3p6. Si ça avait été terminé en 3p6, on aurait été stable. Là, on n'est pas stable à l'état naturel. Toutes les propositions sont fausses. Ben ouais, du coup, ouais. Allez, on continue. Donc là, on va passer à électronégativité. Tout ce qui est pour le cours d'atomes, c'est fini. Là, on va passer aux liaisons et électronégativité. Alors, une réaction chimique aboutit toujours à la formation de liaisons. Alors, c'est ce genre d'item qui va un peu vous casser les pieds pendant toute l'année, dans le sens où cet item, il est restrictif. C'est-à-dire que si on vous dit aboutit toujours à la formation de liaisons, c'est faux. Ça aboutit, c'est pas toujours que ça aboutit à la formation. Ça peut aboutir soit à la cassure, soit à la formation. Les éléments chimiques appartenant au bloc D de la classification périodique des éléments sont dits éléments de transition. Ça, c'est vrai. On vous montre ce tableau dans le cours. On vous dit que tous les éléments qui figurent en vert, c'est des éléments de transition. Au cours d'une réaction chimique, les éléments de la colonne 17 ont tendance à perdre un électron pour saturer complètement la couche externe. Alors cet item, il est faux. Pourquoi? Parce que les éléments de la colonne 17, ils ont 7 électrons dans leur couche externe. Donc, il leur en manque un pour la saturer complètement. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en gagner un. Ils ne vont pas en céder un. Ils ne vont pas en perdre un. Donc, pour devenir stable, les halogènes gagnent un électron et saturent complètement leur couche externe. Du coup, l'item est faux. Au cours d'une réaction chimique, les éléments de la colonne 18 ont tendance à gagner un électron pour saturer complètement leur couche externe. L'item est faux puisque les éléments de la colonne 18, c'est ce qu'on appelle des gaz inertes. Inertes dans le sens où ils n'ont pas besoin de faire des réactions chimiques pour devenir plus stables.
Et dernier item, la liaison ionique est une liaison très forte, difficile à rompre. C'est vrai. Attention, l'item aurait été faux si on avait dit la liaison ionique est une liaison impossible à rompre. C'est faux, on peut la rompre en présence de facteurs solubilisants. Question numéro 5. Parmi les propositions suivantes, concernant les liaisons et la notion d'électronégativité, laquelle est exacte ou lesquelles sont exactes? L'électronégativité quantifie l'attractivité d'un élément chimique pour les électrons. C'est vrai, l'électronégativité, c'est une échelle qui a été mise en place par les chimistes pour connaître l'avidité d'un élément chimique pour des électrons. Et on sait que l'électronégativité, elle croît de bas en haut et de droite à gauche dans le tableau périodique des éléments. Les gaz nobles sont situés à l'extrême gauche du tableau de la classification périodique. Aussi, ils ont une forte affinité pour les électrons. Là, attention, je vous mets en garde, il faut bien lire les items jusqu'à la fin. Il y a des items qui sont vrais au début et à la fin, ils partent en cacahuète. Donc, on fait bien attention jusqu'à la fin à ce que l'item soit juste. Et dans notre cas, c'est faux, puisque les gaz nobles, ils n'ont pas d'affinité pour les électrons. Item C, le francium, donc, qui a une valeur d'électronégativité égale 0, est l'élément qui possède la valeur d'électronégativité la plus faible des éléments de la classification périodique. Alors ça, c'est toute la phrase, elle est juste. Il y a une seule chose qui est faux, c'est que le francium, il n'a pas une valeur d'électronégativité nulle. Sa valeur d'électronégativité, c'est 0,7. On peut le voir dans le cours, et on peut aussi répondre à cet item par le fait qu'il n'y a pas d'éléments chimiques qui ont une électronégativité qui est égale à 0. Donc, c'était faux. Item D, la valeur de l'électronégativité croît selon une diagonale montante appelée diagonale d'isoélectronégativité. Alors là, je vais vous laisser la parole. J'aimerais avoir vos réponses parce que c'est un item qui est très piégeux. Je veux savoir si vous avez bien fait votre cours. Allez, Ilan. La diagonale montante, ça sert à savoir si ça part du bas du tableau, de bas à gauche, et ça monte jusqu'en haut à droite. Et en fait, selon cette diagonale, c'est comme ça qu'elle va augmenter l'électronégativité. Et la droite d'isoélectronégativité, ça permet de savoir si c'est en dessous, c'est des métaux. Sur cette droite-là, c'est des semi-métaux, et au-dessus, c'est des métaux. Parfait, parfait. Exceptionnel. C'est la réponse que j'attendais. Moi, je pense que tout le monde peut être d'accord avec cette réponse, hein. Voilà, donc faites attention. C'est un piège très vache. Donc, la diagonale d'isoélectronégativité, c'est la droite rouge. Et la diagonale qui dirige, en fait, qui montre comment l'électronégativité est croissante, c'est la grande flèche bleue qui part du francium et qui se termine avec le fluor. Très bien. Les éléments situés au-dessus de la droite d'isoélectronégativité moyenne sont des non-métaux. Donc ça, c'est vrai, tout simplement. Au-dessus des non-métaux, à proximité des semi-métaux et en dessous des métaux. OK? Une annale maintenant. Donc cette annale, elle retombe chaque année, hein. C'est une question très récurrente. Elle est tombée 2017, 2018, 2019, 2020. Donc, c'est une des questions les plus faciles qu'on peut faire sur ce cours. Donc, la valeur de l'électronégativité croît de bas en haut dans une colonne du tableau périodique. Donc, ça, on a dû vous le rabâcher plusieurs fois. Attention, le prof fait le piège entre colonne et ligne. Donc, ça croît de bas en haut dans une colonne et ça croît de droite à gauche dans une ligne. Au-dessus de la diagonale d'isoélectronégativité moyenne, les éléments sont des non-métaux. Donc ça, c'est vrai, on vient de faire l'item. Quelle que soit la valeur de l'électronégativité, la liaison entre deux éléments métalliques différents forme un alliage par liaison métallique. Ça, c'est vrai. Quand on a deux éléments métalliques en présence, ça forme un alliage métallique. Point barre. Les autres liaisons, comme les liaisons ioniques, les liaisons covalentes polarisées, ça, c'est seulement dans le cas où on a au moins un non-métal dans la liaison. Item D,
Dans le cas de combinaisons se produisant avec au moins un élément non métallique, deux éléments d'électronégativité très voisines ont identiques, forment une liaison covalente, c'est vrai. Là, tout est respecté. On a au moins un non-métal. On a deux éléments qui, a priori, vont former une liaison équilibrée, puisqu'il n'y en a pas un qui va attirer les électrons plus que l'autre. Donc, ça va nous former une liaison où les électrons sont situés à équidistance de nos deux éléments chimiques. Donc, ça va nous former une liaison covalente. Dans le cas de combinaisons se produisant avec au moins un élément non métallique, deux éléments d'électronégativité très différentes forment une liaison covalente. Non, dans ce cas-là, ça formera a priori une liaison ionique, et si les différences d'électronégativité ne sont pas si grandes, ça formera une liaison covalente polarisée. Alors, est-ce que tout le monde est bon pour cette partie atomes et électronégativité? Est-ce que vous avez des questions de manière générale sur les profs, sur les cours? Alors, Amber. Du coup, en fait, moi, j'ai une question, mais c'est par rapport à un autre QCM que Dan nous a donné. Sauf que le truc, c'est que là, j'ai pas la question et c'est sur mon téléphone. Mais si je pars de Zoom, eh ben, ça se déconnecte directement de la visio. Du coup, est-ce que je pourrais avoir votre numéro? Comme ça, je vous l'ai dit sur WhatsApp quelle était la question que j'ai pas compris. Bien sûr. Tiens, je te le mets. Merci. Daniel Simon. Hop. Sur Facebook aussi. Mon mail. Parce que je sais que pendant l'année, il y a des gens qui n'utilisent pas le téléphone. Je conseille à le faire. Voilà, mon mail. Vous avez tout. Allez, c'est parti. J'ai juste une question par rapport aux liaisons. Alors, vas-y, dis-moi. Il n'y a que les liaisons ioniques qui sont difficiles à rompre ou les liaisons covalentes, etc. aussi? Alors, les liaisons covalentes, elles sont difficiles à rompre. Vous allez revoir ça en UE3. Mais a priori, pour l'instant, enfin, de ce que vous connaissez, la liaison la plus difficile à rompre, c'est la liaison ionique. Vous allez revenir sur ça avec le professeur Rebouillon lorsque vous allez faire la thermodynamique. Et vous allez revenir aussi sur cette notion lorsque vous allez faire liquide-gaz-solution en UE3 avec le professeur Brezard. D'accord, donc pour l'instant, avec ce que j'ai fait là, j'ai juste besoin de savoir pour la liaison ionique. Exactement. Okay, Exactement. Merci. Avec plaisir. On continue. Donc, on va passer maintenant à l'anatomie. Donc, l'anatomie, c'est une matière qui est, je pense, une des matières les plus intéressantes, puisque déjà, on va vous parler seulement d'anatomie physiologique. Donc, c'est les os. On va vous parler des os dans un premier temps, on va vous parler des systèmes, mais tout ça d'un point de vue normal. Donc, c'est une matière qui est faite en une dizaine de cours, il me semble, à la fac. Vous avez le texte et les planches. Moi, ma méthode pour apprendre l'anatomie, c'est que dans un premier temps, je faisais planche et cours en parallèle. Ensuite, je faisais les deux séparément. Donc, je faisais mon cours comme un cours normal. Et les planches, par contre, j'avais une astreinte. Tous les jours, je me faisais 5 ou 10 planches en fonction de mon retard. Et voilà. Et à la fin, vous allez voir que l'anatomie, c'est ce qui va vous rester le plus en deuxième et en troisième année, puisqu'on s'en sert tout le temps en deuxième et en troisième année. Allez, donc on va commencer. Donc la clavicule est l'os unique de la ceinture scapulaire. Donc déjà, qu'est-ce qu'une ceinture? Une ceinture, c'est ce qui rattache nos membres. Donc les membres, attention, en anatomie, c'est membre supérieur, c'est le bras, et membre inférieur, le pied, tout simplement. Hein. Les membres, c'est pas le foie, ça, c'est ce qu'on appelle des organes. Donc, et l'os unique de la ceinture scapulaire. Donc, une ceinture, c'est ce qui rattache nos membres supérieurs et inférieurs au squelette axial. Squelette axial qu'on appelle aussi squelette appendiculaire. Donc, si vous voulez, c'est notre colonne vertébrale, notre tuteur, en fait. Donc, l'os unique de la ceinture scapulaire, c'est faux. Il y a deux os qui constituent la ceinture scapulaire, qui sont la clavicule en avant et l'omoplate ou la scapula en arrière. Par contre, pour la ceinture pelvienne, là, il y a un seul os qui intervient, c'est ce qu'on appelle l'os coxal. Alors là, il va y avoir débat. Vous allez voir un peu plus loin dans l'année, puisque dans le polycope, c'est marqué
un seul os constitue la ceinture pelvienne. L'os coxal, point. Maintenant, ce qui est sujet à débat, c'est qu'il y a deux os coxaux. Donc, est-ce qu'on considère que c'est l'ensemble des deux qui forment la ceinture pelvienne ou est-ce que l'item sous-entend ça? Ça, c'est à vous de voir. Lorsque vous ferez le cours sur la ceinture pelvienne, demandez l'avis au tuteur. Voilà. Donc, la clavicule est l'os unique de la ceinture scapulaire. En ce qui nous concerne, c'est faux. Appartient à la catégorie des os longs. Alors là, j'attends votre réponse. Vous en pensez quoi? Sophia. Ben, c'est faux. Pourquoi c'est faux? C'est faux parce que l'os long, c'est comme l'humérus ou des os comme ça. Ça, c'est un os court. Dans le mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais dans les polycopes, c'est marqué un os allongé. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, justement, je vous ai mis cette question parce que ça fait énormément débat. Dans le cours, c'est marqué la clavicule est un os allongé situé en regard du manubrium sternal. Bref. En tout cas, c'est marqué que la clavicule, c'est un os allongé. Alors moi, je suis parti poser la question au professeur Godmoun. Elle m'a dit que c'est un os qui est certes allongé, mais ce n'est pas un os long. Un os long, par définition, c'est un os qui possède une diaphyse et deux épiphyses. Là, dans la clavicule, on parle d'extrémité sternale, d'extrémité acromiale et d'un corps. Il n'y a pas de notion de diaphyse et d'épiphyse. Donc, appartient à la catégorie des os longs, confirmé par le prof, l'item est faux. La clavicule présente une courbure latérale concave en avant, une courbure médiale convexe en avant, ça c'est vrai. Courbure latérale ici convexe en avant et courbure médiale concave en avant, c'est juste. Est dirigée obliquement en haut et en arrière, ça c'est vrai, on peut s'en rendre compte en la palpant. Si vous suivez le trajet de votre clavicule, ça fait ça, hop, en haut et en arrière. Et dernier item, est sous-cutané, oui c'est vrai, on peut la toucher. Donc les items corrects, c'était C2. Voilà, on est déjà à la moitié du QCM. Donc maintenant, on va passer à des schémas. Donc concernant cette vue inférieure de la clavicule, l'élément indiqué par la flèche, numéro 6, est en rapport avec le plexus brachial, la veine et l'artère subclavière. Donc le 6, c'est cette gouttière-là, qu'on appelle la gouttière du muscle subclavier. Cette gouttière du muscle subclavier, elle est en rapport en dessous par ce qu'on appelle le paquet vasculo-nerveux subclavier, qui contient l'artère et la veine subclavière, et le plexus brachial qui est un des troncs nerveux qui est responsable de l'innervation de la main. Donc c'est vrai. Numéro 7 est le tubercule conoïde. Alors oui, c'est vrai. Jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas pourquoi on appelait ça un tubercule, sachant que ça n'a pas la forme d'un tubercule, mais je pense que j'ai trouvé la réponse, c'est que si vous voyez la clavicule, elle est à cet endroit-là, elle est bombante. Donc, a priori, c'est pour ça qu'on l'a appelée tubercule. Numéro 8 est la ligne trapézoïde, c'est vrai. Alors, la ligne trapézoïde, ça correspond à l'insertion d'un des ligaments qui forment la coiffe des rotateurs. La coiffe des rotateurs, c'est le gros paquet de ligaments qui se trouve ici. Et il y a un des ligaments qui passe en dessous et qui va s'insérer en dessous de la clavicule sur cette ligne trapézoïde. Donc, l'item est juste. Donc, numéro 9 s'articule avec le manubrium sternal et la face supérieure du premier cartilage costal. C'est vrai, c'est l'extrémité acromiale de la clavicule. Donc, cette extrémité acromiale, elle s'articule avec le sternum et les côtes. D'ailleurs, si vous voyez, il y a une petite marque ici qui n'est pas légendée. Mais en réalité, cette marque en amande, la prof, elle dit dans le cours que c'est l'insertion du ligament costo-claviculaire. Donc, le ligament qui va relier la côte et la clavicule. Donc, on s'en souvient comme ça. Quand il y a l'amande, c'est qu'on est du côté du sternum. Et numéro 10, c'est aplati de haut en bas. C'est vrai, il y a pas... c'est logique. Quand vous voyez des items un peu bancals comme ça, c'est en général que c'est vrai. Allez, on va continuer avec la scapula. Donc la scapula. Ici, on vous représente
une vue postérieure. Alors attention, de manière générale, on vous dit dans quel angle on est, mais il se peut qu'au concours, on vous donne un schéma inerte, sans légende, et on vous dit ce schéma de la clavicule représente une vue postérieure. Ça peut très bien tomber comme ça. Bien que de manière générale, c'est très rare, mais j'en ai déjà vu en annales. Donc numéro 1. Numéro 1, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle l'épine scapulaire. L'épine scapulaire, c'est une lame osseuse qui va séparer la face postérieure de notre scapula en deux fosses, une fosse suprascapulaire en haut de l'épine et une fosse infrascapulaire ou infraépineuse. Donc si on le coupe de manière sagittale et qu'on regarde par là, et qu'on regarde dedans, on voit que ça a une forme triangulaire. Très bien. Numéro 12 est le processus coronoïde. Alors là, c'est un piège un peu vache. Attention, c'est un piège de vocabulaire. Ici, on ne parle pas du processus conoïde, mais on parle du processus coracoïde. C'est différent. Le processus conoïde, où est-ce qu'on le trouve? On le trouve au niveau de l'ulna. Le processus, le tubercule conoïde, où est-ce qu'on le trouve? On le trouve au niveau de l'ulna. Alors que ici, on parle du processus coracoïde qui est situé en dehors de l'incisure scapulaire. Numéro 4 est un point de repère anatomoclinique. Oui, numéro 4, c'est l'acromion. Lorsqu'on fait un examen clinique, on peut le palper. C'est la petite bosse qu'on palpe au niveau de l'épaule. Numéro 11 regarde en dehors, en avant et en haut. Donc, numéro 11, qu'est-ce que c'est? C'est la cavité glénoïde. La cavité glénoïde, on sait qu'elle est légèrement concave et affinée vers le bas. Et elle a une orientation qui est symétriquement opposée à la tête humérale. Donc, la tête humérale, elle va regarder en dedans, en arrière et en haut, alors que la cavité glénoïde, elle regarde en dehors, en avant et en haut. Pourquoi en fait leurs orientations sont opposées? Si vous voulez, là j'ai ma cavité glénoïde, là j'ai ma tête humérale, et ma tête humérale, elle va aller dans le sens opposé à la cavité glénoïde. Tout ça, c'est fait pour quoi? C'est fait pour qu'il y ait une meilleure congruence entre la tête humérale et la cavité glénoïde, pour que les deux s'emboîtent parfaitement. Et numéro 9, livre-passage au nerf suprascapulaire, c'est vrai. Numéro 9, c'est ce qu'on appelle l'incisure suprascapulaire ou échancrure coracoïdienne. Cette échancrure coracoïdienne, elle livre-passage au nerf suprascapulaire, donc c'est vrai. Allez, on continue avec une question de texte. Alors, faites bien attention, depuis quelques années, les profs ne mettent que des questions de texte. L'année dernière, ils ont surpris tout le monde en mettant 20 questions de texte, il me semble. Et mon année, ils avaient mis 10 et 10. Donc, d'année en année, ils s'affranchissent de plus en plus des schémas. Donc, faites bien attention. Donc, numéro 10. L'humérus est l'os unique de l'avant-bras. C'est vrai. Donc, ici, on a l'avant-bras. Ici, on a le bras. Pardon. Ici, on a l'avant-bras. Ici, on a le bras. Donc, l'item, il est faux. Pardon, je corrige. Hop. Désolé de cette petite erreur de direct. Présente sur la face antérolatérale de sa diaphyse la tubérosité deltoïdienne, ça c'est vrai. Sur la face antérolatérale, on a la tubérosité deltoïdienne qui correspond à l'assertion du muscle deltoïde. Et sur la face antéromédiale, on a la face inférieure du sillon intertuberculaire et le trou nourricier qui se trouve en bas à l'épiphyse distale de l'humérus. Présente sur sa face postérieure un sillon oblique en bas et en dehors le sillon du nerf radial, c'est vrai. Sur une vue postérieure, on voit une grande bande qui traverse l'humérus de la droite vers la gauche. Et ça, c'est le sillon du nerf radial. Sa tête, articulaire avec la cavité glénoïde de l'humérus, représente les 2/3 d'une sphère de 25 mm de rayon. Ça, c'est un item aussi qui est classique, dans le sens où on va souvent vous confondre la tête de l'humérus et la tête du fémur. Il y a une différence fondamentale entre les deux. La tête fémorale, elle fait les 2/3 d'une sphère de 25 mm de rayon, et la tête de l'humérus, elle fait 1/3 de sphère de 30 mm de rayon. Donc, il y en a un qui a une circonférence qui est plus grande et un diamètre plus petit, et l'autre, c'est l'inverse. L'humérus s'articule avec l'incisure trochléaire de l'ulna
par l'intermédiaire de la trochlée. Ouais, ça paraît plutôt logique. Incisure. On a une incisure dans un os, on a une trochlée dans un autre, bah, ça s'articule. Voilà, donc comme je vous montrais, ici, on a la face antérolatérale où on voit le V deltoïdien. Ici, on a la face antéromédiale où on voit la gouttière intertuberculaire et le trou nourricier. Ici, on a la trochlée. Et ici, on a la tête humérale qui fait 2/3 d'une sphère. On voit bien que c'est beaucoup moins sphérique que la tête fémorale. Alors, on continue. Question numéro 11. Concernant cette vue antérieure de l'humérus, l'élément indiqué par la flèche numéro 16 est le sillon intertuberculaire. C'est vrai. Donc 16, le 16 se trouve entre les deux tubercules. Alors attention, sur cette vue, c'est un peu contre-intuitif parce que le 14, c'est le tubercule mineur, alors qu'il paraît plus grand que le 13, et le 13, c'est le tubercule majeur. Donc là, tubercule majeur, là, tubercule mineur, et là, on a le sillon intertuberculaire. Dans ce sillon intertuberculaire, il y a un muscle, et là, je tiens à faire un point. Il y a un muscle qui passe, enfin, le ligament d'un muscle qui s'appelle le muscle biceps brachial. Il est maintenu dans cette gouttière par un ligament qui va s'étendre transversalement qu'on appelle le ligament huméral transverse. Alors, je tiens à faire un point sur ce muscle qui s'appelle le biceps brachial. Le biceps brachial va s'insérer sur la tubérosité du radius. Attention à ne pas confondre avec un autre muscle qu'on appelle le muscle brachial, tout court, pas biceps brachial. Et ce muscle brachial, il va s'insérer sur la tubérosité ulnaire. D'accord ? Numéro 15 est le col anatomique de l'humérus. C'est vrai, numéro 15, c'est le col anatomique. Et numéro 17, c'est le col chirurgical. Pourquoi on l'a appelé chirurgical ? Puisque c'est en général là où on va intervenir lorsque des gens auront des fractures, puisque c'est a priori un point de fragilité. C'est l'endroit de jonction entre la diaphyse et l'épiphyse. Numéro 23 reçoit le bord antérieur de la circonférence articulaire radiale lors de la flexion. C'est vrai, c'est la fosse radiale. Elle reçoit la circonférence articulaire lorsqu'on plie. Normalement, Axel, elle vous a fait une vidéo, elle vous a expliqué, je crois, ce genre de choses. Numéro 25 est plus saillante que son homologue contralatéral. C'est vrai. Numéro 25, c'est... numéro 25, c'est... comment on appelle ça déjà ? Attendez, j'ai oublié. J'ai un creux. Comment c'est ? Putain, la honte. C'est l'épicondyle, pardon. J'ai oublié. Donc, numéro 25, c'est l'épicondyle médial. Et cette épicondyle médiale, elle est plus saillante que le 26, qui est l'épicondyle latéral. Sur cette épicondyle médiale, vont s'insérer des muscles qui sont hyper importants, puisque c'est les muscles qui vont vous permettre d'étendre ou de fléchir les doigts, les extenseurs ou les fléchisseurs. Sur l'épicondyle médial, on a les extenseurs, et sur l'épicondyle latéral, on a les fléchisseurs des doigts. Ce n'est pas au programme. Hein. Numéro 25 représente à sa face postérieure la gouttière du nerf ulnaire livrant passage au nerf du même nom. C'est vrai, ce qui est responsable de ce qu'on appelle le coup du juif. Lorsque vous tapez sur une table, vous tapez ici, ça vous fait une décharge électrique. Et c'est en fait parce qu'on tape le nerf ulnaire qui est situé au niveau médial. Voilà, on continue. Question numéro 12. Donc, parmi les propositions suivantes concernant le radius, laquelle est exacte ou lesquelles sont exactes? Donc, le radius est parallèle à l'ulna en position de supination, c'est vrai, il le recouvre en position de pronation. Il est articulé avec l'ulna à son extrémité proximale et distale. Oui, ça c'est juste. Alors, on le voit dans le poly. Alors, dans la partie... Alors, Ambre, je réactive ton micro. Juste, je sais pas ce que c'est, enfin, je sais pas ce que ça veut dire position de supination. Alors, moi aussi, jusqu'à un certain temps, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais en fait, supination, ça vient de supplier. Donc, supplier,
tu fais l'aumône. Et pronation, tu prônes, donc tu mets le poing comme ça. Donc supination, c'est le bras fléchi avec la paume vers le haut. Et supination, c'est comme ça. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Avec plaisir. Donc, il est articulé avec l'ulna à son extrémité proximale et distale. Ça, c'est marqué dans la partie du radius. Par contre, ce n'est pas marqué dans la partie de l'ulna. Donc, la référence, c'est la première phrase sur le paragraphe du radius. C'est le col du radius est oblique en bas et en dedans. C'est vrai. Je ne sais pas si je vous ai mis une... Non, je ne vous ai pas mis de schéma. Mais en tout cas, on le voit sur les schémas que le col du radius, il est comme ça. Tac, tac. Donc, il va en dedans, parce que, sachant que le radius, c'est l'os latéral du bras. Si on fait ça, ça, le col du radius, il est bien en dedans. La tubérosité du radius est une saillie antéromédiale située sous le col qui donne insertion au muscle brachial. C'est pour ça que cet item est faux. C'est pour ça que je vous ai fait le point quelques minutes avant. Parce que le muscle brachial, il s'insère sur la tubérosité ulnaire, alors que le muscle biceps brachial, il s'insère sur la tubérosité du radius. Alors, dis-moi, Ambre. Pas de question, on continue. La courbure supinatrice du radius est concave en dehors, ça c'est vrai, c'est pas marqué explicitement dans le poly, mais on vous dit que le col du radius, il marque la fin de la courbure supinatrice concave en dehors. On le voit sur les schémas que cette courbure supinatrice, elle est comme ça. Pardon, elle est comme ça, et donc elle est concave. Non, désolée, j'avais pas fait exprès. Ah, aucun problème, t'inquiète pas. Allez, on continue. Question numéro 13. Il nous reste 3 QCM. C'est bientôt fini. Donc, parmi les propositions suivantes, concernant cette vue médiale de l'ulna, l'élément indiqué par la flèche, numéro 7, est le bec de l'olécrane. Alors ça, c'est des pièges classiques que je vous ai mis. Numéro 7, il est là. C'est le bec du processus coronoïde. L'olécrane, il est derrière. Il est beaucoup plus proéminent. Donc là, on a le bec de l'olécrane. Pardon. Là, on a le processus olécranien. Là, on a le bec de l'olécrane. Là, on a le processus coronoïde qui se termine par le tubercule de l'ulna. Et ici, on a en 7 le bec du processus coronoïde. Numéro 10 est le processus styloïde radial. Donc, 10. Alors là, rien qu'en voyant rien qu'en lisant l'item, je peux savoir que c'est faux. Pourquoi? Parce que ici, on vous parle de une vue médiale de l'ulna. Or, on nous parle du processus styloïde radial. Donc, directement, c'est faux. Numéro 4 présente une face postérieure sous-cutanée. Donc, 4, c'est le processus olécranien. Et c'est vrai, on peut le toucher ici. On voit qu'il y a une partie qui est sous-cutanée. Donc, l'item est bien juste. Numéro 8 donne insertion au muscle brachial. Là, pour le coup, c'est juste, puisque 8, c'est quoi? C'est le tubercule conoïde et c'est le tubercule de l'ulna. Le tubercule de l'ulna, il donne bien insertion au muscle brachial. Question numéro 14, une petite question en forme de liste. Donc, parmi les os suivants, lesquels appartient à la rangée proximale du carpe? Trapèze, trapézoïde, capitatum, amatum, où toutes les propositions sont fausses. Alors, on regarde le squelette du carpe. Donc, le carpe il est composé de 2 rangées. Première rangée, qu'est-ce qu'on a? On a scaphoïde, lunatum, trichetum, pisiforme. Il n'y en a aucun des deux, donc on se rappelle scaphoïde, lunatum, trichetum et le pisiforme qui est sur le trichetum. Et sur la deuxième rangée, donc la rangée distale, on a trapèze, trapézoïde, capitatum, amatum. Donc là, on est plutôt sur la rangée distale du carpe. C'est pour ça que toutes les réponses sont fausses. Et dernier QCM. Donc c'est un QCM qui se rapporte de manière générale au squelette de la main. Donc je vous ai mis les choses qui sont les plus importantes à connaître.
puisqu'en général, c'est une partie qu'on voit à la fin du cours, qui est très facile. On n'en peut plus quand on arrive à cette partie. Donc, retenez bien qu'il y a des petits os qui se trouvent au niveau de la main qu'on appelle les os sésamoïdes. Les os sésamoïdes, qu'est-ce que c'est? C'est des os qui sont plongés dans des ligaments, en fait. C'est des os qui sont pas articulés avec d'autres os et ils sont noyés dans des ligaments. Ces os sésamoïdes, en fonction de la façon dont vous avez été conçu, en fonction de votre génétique, vous allez en avoir. Vous allez en avoir sur certains doigts, mais de manière constante, on va avoir des os sésamoïdes au niveau du pouce. Donc, les os, le seul endroit où les os sésamoïdes sont constants, c'est le pouce. C'est pourquoi les os sésamoïdes de l'articulation métacarpophalangienne du pouce sont inconstants est un item faux. B, les os sésamoïdes de l'articulation métacarpophalangienne du pouce sont constants. Par exclusion, c'est vrai. Chaque doigt comporte une phalange proximale, moyenne et distale. C'est faux. Le pouce, toujours le même, il comporte une phalange proximale et une phalange distale. C'est tout. Alors que les autres, elles ont tous 3 phalanges. Le rétinaculum des fléchisseurs ferme en avant la gouttière antérieure du carpe. Ça, c'est vrai. Le rétinaculum des fléchisseurs, c'est un appareil ligamentaire. En fait, c'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez entendu parler du syndrome du canal carpien. Là, j'ai mon rétinaculum des fléchisseurs. Lorsque j'ai une infection, la fameuse tendinite, eh bien, ce rétinaculum des fléchisseurs, il va venir s'épaissir. Le problème, c'est que entre notre os et le rétinaculum, j'ai tous mes vaisseaux de la main qui passent. Donc, si ça s'épaissit, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir un problème de vascularisation. Mes doigts, ils ne vont plus recevoir de sang, donc ils ne vont plus être oxygénés. C'est pour ça qu'un des signes du canal carpien, c'est le fait que cette petite boule-là, qu'on appelle l'éminence ténare, elle va devenir complètement plate. C'est très impressionnant. Donc là, vous voyez, c'est bombé. Et en cas de syndrome du canal carpien, ça devient tout plat. Et dernier item du QCM, le carpe. Le carpe est une gouttière concave en avant formée de 8 os. Ça, c'est facile, c'est juste. Donc, les réponses correctes, c'était B2. Donc, qu'est-ce qu'on retient de ce QCM? On retient le fait qu'il y ait pas mal d'items qui sont très, très, très fréquents en concours, qu'il faut travailler. Il faut développer une petite logique de QCM. Et voilà, tout simplement. Hein. Si vous avez des questions, je vous ai laissé mon numéro de téléphone. Je vous répondrai avec plaisir. Est-ce que vous avez des questions directement sur le QCM? Non, je sais, est-ce que vous pouvez remettre le numéro, enfin le remettre sur. Voilà. Ouais. Ouais, attends. Je vais vous l'écrire. Super, merci. Avec plaisir. On peut avoir par WhatsApp le PDF de ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ça va arriver normalement. Voilà, donc c'est possible qu'on ne se revoie pas. Donc je vous souhaite bon courage parce que je ferai peut-être un cours au stage de pré-rentrée, c'est pas encore sûr. Mais si on ne se revoit pas d'ici là, je vous souhaite bon courage. Et même si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer pour cette année. Merci. 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 Au revoir. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Mm-hmm.